Permettez-moi de commencer mon intervention par un bref souvenir. Mon directeur de thèse à l'université d'Oxford, Francis Haskell, aimait beaucoup la France. Il en parlait d'ailleurs la langue à la perfection. Il me disait souvent qu'en France, il adorait acheter des catalogues d'exposition pour les lire sur le champ, même dans le train à son retour de voyage. À ses yeux, ces catalogues offraient l'état d'une recherche vivante, qui rénovait sans cesse son propre regard d'universitaire et de collectionneur très proche des objets de sa recherche. Cette vérité, aujourd'hui encore, éclate aux yeux. Un exemple suffira à le prouver. Une exposition telle que Oublié Rodin du musée d'Orsay a véritablement transformé notre représentation de l'histoire de la sculpture après 1900 en proposant un nouveau paradigme historiographique. Et ce nouveau modèle affecte jusqu'aux travaux universitaires sur le domaine. Fabuleux, merci beaucoup. Mais ces dernières années, un grand nombre de musées internationaux ont même fondé des centres de recherche en leur sein. De la National Gallery de Londres à la Casbah, de la National Gallery de Washington, fondée déjà en 1979, du musée Rydberg de Zurich au Prado à Madrid, ce dernier loge, à droite, dans l'ancien palais royal du Buen Retiro. Le centre Dominique Vivant-Denon vient d'être installé au musée du Louvre. Ce musée a même fondé la chaire du Louvre, occupée chaque année par un professeur invité. Cette floraison extraordinaire est réjouissante. En France, elle est plus ancienne qu'on ne le pense. Le 8 juin 1795, la Convention nationale vote la création d'un poste de conservateur du cabinet des antiques, mais aussi celle d'un conservateur professeur d'histoire de l'art et d'archéologie. Le premier titulaire fut Aubin-Louis Mylin. Plus tard, dans le siècle, Louis de Ronchot, alors directeur des musées nationaux de la jeune Troisième République, dessine la création de l'école du Louvre dans son rapport du 11 avril 1882 au ministre des Beaux-Arts. Son but, former des praticiens, non pas seulement des conservateurs des musées, mais aussi des archéologues, des professeurs et des vulgarisateurs, ce que nous appellerions aujourd'hui des médiateurs culturels. Il me paraît significatif qu'alors, la France ne dispose pas de modèle propre pour penser une haute école muséale. Ronchot va donc chercher son inspiration dans le domaine universitaire, puisqu'il cite dans son rapport l'école pratique des hautes études fondée par Napoléon III en 1866. Or, l'école pratique, où l'étude de cas concrets en séminaire était érigée en méthode primordiale, suivait un modèle emprunté aux séminaires des universités allemandes et suisses. L'inspiration de l'école pratique des hautes études auprès de Napoléon III est Hortense Cornu, que vous voyez ici à droite, une femme d'une intelligence remarquable qui avait été élevée avec l'empereur au château d'Arenberg dans le canton d'Argovie. Les premiers élèves de l'école du Louvre sont de futurs conservateurs archéologues qui devront être capables de diriger des fouilles scientifiques sur de grands sites mondiaux en Afrique comme au Moyen-Orient. Le professeur des conservateurs du Louvre, à la fois chercheur et enseignant, leur livre une connaissance axée sur des tâches pragmatiques. Au-delà de la connaissance spécialisée de l'Antiquité, ils cherchent à développer chez leurs élèves la capacité d'évaluer les objets archéologiques propres à être muséalisés en Europe. Au fil du temps, l'école du Louvre a finalement couvert l'ensemble de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, la création de centres de recherche spécifiques dans les musées doit sa vigueur à 4 facteurs. Tout d'abord, la légitimité des musées n'est plus aussi évidente aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. L'Institut d'histoire de l'art ou de muséologie que je dirige reçoit constamment des mandats de musées qui désirent interroger leur propre histoire. Les directeurs ou directrices de ces institutions ne souhaitent pas qu'on leur livre un grand récit fondateur et triomphal. Ce type de récit ne détient aujourd'hui plus la force légitimatrice qu'il possédait autrefois. Ils appellent plutôt de leur vœu une histoire critique de leur musée qui interroge les raisons qui ont motivé sa naissance et son maintien dans l'existence. Un de nos grands projets était l'histoire du musée d'ethnographie de Genève. La première salle, d'ailleurs, comporte des objets dont nous avions reconstitué le pédigré afin de montrer comment cette collection s'était concrètement formée. L'enjeu est ici de saisir les modalités toujours changeantes d'un ancrage dans le tissu social et culturel d'une région et d'un pays. Deuxièmement, Internet a créé effectivement des conditions propres à créer des bases de données commodes et de haute qualité scientifique. Paradoxalement, c'est ce médium nouveau qui a relancé le catalogue scientifique de collection qui ne jouissait plus d'une grande aura tant qu'il était publié sur papier. Troisièmement, la provenance des œuvres d'art acquises par les musées
pose des problèmes éthiques que seule une recherche intensive peut résoudre. Le centre du musée Rydberg, ici, à Zurich, doit son existence au désir de restituer des œuvres dérobées à des collectionneurs victimes du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Et cet objet que vous voyez ici a été rendu après un travail effectué par le musée lui-même sur sa collection. Enfin, quatrièmement, l'analyse matérielle des œuvres d'art a conquis une légitimité si grande dans l'histoire de l'art que les laboratoires d'analyse et de restauration sont devenus des sources d'informations incontournables pour tous les chercheurs, sans exception, qu'ils travaillent dans le musée ou hors ses murs. Les laboratoires des musées de France ont acquis une immense réputation internationale dans ce domaine. Mais les musées, si grands soient-ils, ne peuvent ignorer le monde qui les entoure. Et dans ce monde, les universités offrent dès le XIXe siècle une contribution majeure à la recherche dans l'histoire de l'art. Plus que jamais, deux grands acteurs de la discipline, musées et universités, doivent donc aujourd'hui penser les modalités de leur collaboration. Il y a 17 ans, Charles Haxthausen organisait un colloque au Clark Institute de Williamstown, et le titre de la rencontre est tout un programme, « The Two Art Histories ». Or, ce colloque explorait la relation qui se tissait alors entre le musée et l'université dans notre discipline, en Amérique, en Angleterre et en Allemagne. Le cas de la France et de l'Italie était littéralement négligé, mais surtout, le colloque n'offrait aucune perspective historique claire sur le phénomène qu'il se proposait d'analyser. Or, un regard rétrospectif permet de saisir les modalités d'une articulation organique du musée et de l'université. Cette articulation est tout sauf naturelle. Elle se construit en Europe selon des principes très divers, mais toujours avec lenteur au cours du XIXe siècle. Revenons à Oxford. Ce cas offre un modèle d'université qui acquiert une collection et la gère en son sein dès le XVIIe siècle. Cette collection, d'abord conforme au type de la Chambre des Merveilles, finit par se scinder en collections plus spécialisées. En 1845, l'université charge l'architecte Cockrell d'exécuter les plans d'un musée d'art et d'archéologie. On pourrait croire que cette création sanctionne une relation organique entre le musée d'art et l'université. Il n'en est rien. Le musée, quoique défrayé sur les fonds de l'université, se développe comme une collection d'aristocrates. L'université, qui possède une immense fortune foncière, se considère en effet comme une seigneurie collective, et ce seigneur détient ici sa country house peuplée de trésors. C'est pour ça que le musée, comme vous voyez, est véritablement meublé comme une country house encore aujourd'hui. C'est grâce à Henry Ackland et à John Ruskin que cette situation change brutalement dans les années 1850. Ackland est nommé professeur de médecine à l'université en 1858. À peine 3 ans plus tard, il fonde le University Museum comme lieu d'études en sciences naturelles. Une collection en forme le centre, mais les professeurs concernés par les disciplines représentées au musée occupent un bureau dans le musée même pour accroître la proximité entre l'objet muséal et les détenteurs du savoir universitaire spécialisé qui en requiert l'usage. De plus, Ackland refuse de séparer les sciences de la nature et les humanités, au premier rang l'art et l'archéologie. C'est avec son ami John Ruskin qu'il construit le fameux bâtiment néogothique qui abrite cet ensemble encore aujourd'hui. Le pont entre les collections d'histoire naturelle et celles d'histoire de l'art est méthodique. Il repose sur l'usage commun d'une méthode physiologique qui privilégie l'étude des structures et des fonctions organiques dans la nature et dans les productions humaines. Or, Ackland a pris la direction des University Galleries, c'est-à-dire aussi de l'Ashmolean Museum, dès 1858. C'est donc à partir de cette date, et non avant, qu'une relation structurée, féconde, associe le musée d'art et l'université. Mais c'est le monde germanique qui offre sans doute l'exemple le plus abouti d'une relation pensée, structurée entre l'université et le musée. Lorsque Gustav Friedrich Wagen dirige le Musée royal des beaux-arts de Berlin, il met en œuvre un programme scientifique dessiné par Wilhelm von Humboldt à la fondation de l'université de Berlin en 1809. Le musée d'art, comme l'université, doit offrir à la fois un enseignement et un lieu de recherche scientifique. Tous deux assument une composante capitale de la Bildung, comme on l'appelle en allemand, au musée par l'initiation à l'art et à son histoire, devant les œuvres à l'authenticité, comme à l'autographie soigneusement contrôlée par le connoisseurship. Et cette science du connaisseur doit être falsifiable par la communauté scientifique internationale. La forme élue de cet exercice savant au musée est le catalogue, comme bilan sans cesse recommencé de l'état de la recherche.
C'est par le biais d'une mission commune, définie par le ministère prussien de l'Instruction publique et des cultes, que le musée devient le lieu d'une recherche universitaire. En 1844, l'université offre un titre de professeur extraordinaire non payé à Wagen. C'est l'acte fondateur d'un lieu organique entre le monde du musée et de l'université qui, aujourd'hui encore, fonctionne à merveille. Dans plusieurs grandes capitales allemandes, les directeurs de grands musées ou leurs conservateurs sont nommés professeurs titulaires au département d'histoire de l'art de la ville. Ils enseignent pour l'Institut, dans le musée. Cette nouvelle ouverture promeut la création d'instituts d'histoire de l'art où l'œuvre, toujours proche, suscite une attention majeure. Les universités se dotent de collections de gravures, de dessins, mais surtout de moulages d'après l'antique, qui offrent un support privilégié aux cours et séminaires. Le concept qui fonde ce type de projet est celui de ce qu'on appelle en allemand le Lehrapparat, c'est-à-dire un instrument scientifique qui permet aux étudiants de produire des analyses d'œuvres sur pièce, en quelque sorte. L'instrumentarium est également un dépôt ordonné de savoir, élevé au même rang que le livre. À Munich, paradis des musées dès l'Empire, le gouvernement acquiert une collection de gravures dès 1803 pour la faire servir à l'enseignement spécialisé de l'histoire de l'art. C'est cette collection qui est à l'origine de l'Institut für Kunstgeschichte de Munich, fondé en 1909. Ce modèle me paraît capital et, de fait, il a connu deux émules en France au XIXe siècle, à Strasbourg et à Montpellier. À Strasbourg, la collection d'art avait été entièrement détruite au terme de la guerre de 1870. Dans la nouvelle Alsace conquise par l'Empire d'Allemagne, le chancelier Bismarck veille à rétablir ou à créer des institutions culturelles exceptionnelles. Une université toute neuve est construite. Or, dans cette institution, le musée d'art, celui d'archéologie et les deux instituts correspondants ne font qu'un. Le plan articule la bibliothèque spécialisée, les collections et les lieux d'enseignement. Ici, la collection, entièrement reconstituée par Wilhelm von Bode, est considérée comme l'équivalent du laboratoire dans les sciences de la nature. Jusqu'au transfert des collections d'art au Palais Rohan en 1900, cette expérience aura fourni le modèle le plus fascinant et le plus novateur d'une recherche à la croisée du musée et de l'université. Le ministère français de l'Instruction publique, durant la même période, décide de mettre en œuvre ce modèle allemand sur le territoire français, au début, pour mieux structurer les nouveaux instituts d'archéologie. La première ville française à suivre ce modèle après Strasbourg est Montpellier. Et grâce à l'impulsion donnée par Ferdinand Castet, l'Institut d'archéologie y possédera son Lehrapparat dès 1890. Il est clair que la coprésence du musée et de l'université ne suffit pas à elle seule à garantir une osmose entre les deux cultures. Lorsque Lord Lee of Fareham créa l'Institut Courtauld en 1932, avec l'aide cruciale du magnat du textile Samuel Courtauld, il ambitionnait sans doute de créer un cluster d'excellence à l'américaine. Lee admirait beaucoup les États-Unis et avait d'ailleurs épousé la fille d'un grand banquier américain. Courtauld ne finança pas seulement l'Institut, mais fit don de sa splendide collection d'art. L'année suivante, l'exil du Warburg Institute de Hambourg à Londres offrait aux deux hommes une opportunité en or. Ils obtinrent même l'intégration de cet institut dans le nouvel ensemble créé par eux. Cependant, dès l'origine, cet ensemble et cette réunion de collections et d'instituts échoua à constituer une totalité organique et fonctionnelle. À la fin des années 30, la superbe Home House de style néoclassique, vous voici à gauche, qui abritait l'Institut Courtauld à Londres, était décorée par des peintures impressionnistes, la collection étant réduite au simple statut de décor des bureaux et des salles de classe. Vous imaginez. Ni les professeurs, ni les élèves ne pensaient que cet ensemble dût être rassemblé dans une galerie d'études. Il fallut plusieurs années pour que cet ensemble sublime fût reconnu pour ce qu'il était aux yeux du donateur, un appareil scientifique au bénéfice des étudiants. D'autre part, très vite, la culture intellectuelle du Courtauld et celle du Warburg ne pouvaient plus être apparentées. Constable, le premier directeur du Courtauld, appartenait à la classe des connaisseurs que l'histoire des culturels n'intéressait que très peu. Au Warburg, par contre, l'œuvre d'art était considérée comme un objet documentaire dont la composante esthétique, de faible importance, devait s'effacer devant le contenu symbolique. Et dès 1944, les deux instituts prirent leur distance avec l'autonomisation du Warburg. Aujourd'hui, seul le journal du Warburg Cultural Institute conserve la mémoire d'un mariage voulu par les dieux de la finance, mais où l'amour n'était sans doute pas au rendez-vous. La relation entre la collection et l'Institut Courtauld, par contre, elle,
même si elle est due à une greffe tardive, a parfaitement réussi et le musée Courtauld à Somerset House fonctionne aujourd'hui véritablement comme un appareil de recherche. L'exemple le plus organique et partant le plus riche d'enseignements pour nous aujourd'hui est sans doute celui de Vienne au XIXe siècle. Les collections impériales constituaient alors un ensemble d'une qualité inouïe et d'une étendue presque sans limite. Des tableaux aux sculptures, des tapis aux arts décoratifs, à l'archéologie comme à l'histoire de la culture matérielle. Le corps des conservateurs forma un véritable groupe de recherche dont les travaux paraissent annuellement dans le Jahrbuch der Kaiserlichen und Königlichen Sammlungen. Très tôt, cependant, l'université comprit que ce savoir pouvait être pérennisé par une voie plus directe que par la transmission presque tribale, si on peut le dire, d'une pratique de conservateur en conservateur. Mais surtout, qu'il devait privilégier une vaste réflexion méthodique et historiographique sur la discipline même, sans lesquelles il n'existe pas de travail scientifique. Le premier professeur d'histoire de l'art à l'université de Vienne, Rudolf von Eitelberger, nommé en 1852, a immédiatement pensé l'exercice de sa discipline comme l'articulation d'une tâche muséale et d'une tâche universitaire. Il fonde lui-même le MAK, dont il est le premier conservateur. De grands conservateurs comme Alois Riegel enseignent à l'Institut. Comment expliquer cette articulation parfaite ? Elle ressortit véritablement à une conception originale de l'histoire de l'art, qui fait paradoxalement de l'inventaire d'objets l'acte primordial de rénovation de la discipline. À cette époque, à Vienne, l'inventaire des musées, comme l'inventaire des monuments historiques, associait tout un groupe de spécialistes et d'universitaires qui pensaient ensemble le défi de la description analytique et de ses enjeux. Le Denkmalamt, le musée des arts décoratifs, et la galaxie des musées impériaux. Tout d'abord, la description d'objets repose sur une approche presque philologique de sa nature, de son contexte, comme de la littérature ancienne qui en documente les tribulations dans l'histoire. Les objets sont considérés comme des supports matériels que le temps et surtout la muséalisation précoce dans les collections impériales ont transformés. D'autre part, leur étude procède d'une perspective qui refuse les a priori esthétiques ou catégoriels qui distinguaient alors les objets muséaux dans le reste de l'Europe. L'art romain de la fin de l'Empire, l'art baroque, encore méprisé, deviennent de véritables problèmes scientifiques à travers l'étude des objets qui documentaient ces périodes qu'on appelait intermédiaires. De plus, aucune hiérarchie esthétique ne les sépare. Julius von Schlosser s'intéresse au bronze italien de la Renaissance, mais également au portrait en cire, alors exclu du corpus de la sculpture digne de l'histoire de l'art. L'objet de l'inventaire s'élargit à toute une culture matérielle comme substrat d'une culture du symbolique, de la magie même ou du religieux dans un espace-temps illimité. Ce type d'interrogation débouche surtout sur une histoire culturelle du regard. À preuve, l'analyse par Alois Riegel de l'approche haptique des formes à la fin de l'Empire romain. Ici, l'inventarisation et la conservation favorisent un regard rapproché, sans a priori, et qui refuse tout positivisme de l'objet. Car dans cette démarche, l'objet n'est pas premier. Cette primauté de l'objet est même dénoncée comme fictive. La saisie de l'objet s'opère selon des catégories et des modalités que seule la réflexion théorique et historiographique peut valider en toute transparence. La fondation de l'Institut für Geschichtsforschung de Vienne ajoutait un rôle fondamental dans la Confédération viennoise dès sa fondation en 1854. Cet institut formait des philologues, des historiens d'art, un grand nombre des conservateurs y avaient étudié. Et tous ces personnages sont très au fait des sources écrites et visuelles de l'histoire de l'art, mais surtout, ils forment également des historiens qui connaissaient par cœur les grands systèmes de modélisation de la discipline. Permettez-moi, en conclusion, d'esquisser les conditions générales qui, à mon avis, pourraient encore faciliter, resserrer les liens incontournables entre le musée d'art et l'université. Actuellement, des projets de recherche communs, financés par les deniers publics, associent les uns et les autres dans des pôles d'excellence. En France, par exemple, ces derniers relèvent de l'Agence nationale pour la recherche. C'est un pas capital qui a été ici franchi. Mais les musées des beaux-arts, comme les universités, pourraient s'inspirer d'exemples anciens, mais fructueux. Par exemple, en France, l'exemple du musée de l'Homme, conçu dès le départ comme un musée cum institut de recherche, ou plus anciennement encore, le Conservatoire des arts et métiers. De hauts lieux d'enseignement scientifique comme de la recherche expérimentale hors du domaine des beaux-arts. Deuxièmement, il me paraît souhaitable qu'une plus grande circulation existe entre la carrière muséale et la carrière universitaire, comme elle existe dans le monde anglo-saxon ou en Allemagne.
Conférer le titre de professeur titulaire à un grand conservateur ou une grande conservatrice ne peut qu'enrichir l'université qui leur accorde un enseignement spécialisé. L'École du Louvre, d'ailleurs, profite massivement de cet apport. Mais encore aujourd'hui, les deux carrières demeurent très étanches l'une par rapport à l'autre dans plusieurs pays européens. En France, cependant, de plus en plus de conservateurs détiennent un doctorat et connaissent ainsi beaucoup mieux la culture scientifique propre à l'université. Troisièmement, la culture méthodique du musée, comme celle des universités, doit s'élargir. La matérialité de l'art a suscité un immense engouement depuis une vingtaine d'années, et à juste titre. Cette passion a transformé les laboratoires d'analyse et de restauration des musées en lieux stratégiques incontournables, où se décide l'interprétation des œuvres importantes. L'université ne peut plus en faire l'économie, elle doit même y faire justice en se mettant à l'école du musée. Quatrièmement, la culture muséale de l'inventaire, qui se déploie actuellement sous la forme de bases de données, devrait éviter tout positivisme. L'objet inventarisé n'est pas l'alpha ni l'oméga de l'histoire de l'art. Sa présence, ses significations ne se déploient que dans une constellation conceptuelle précise qui doit être sans cesse validée. Cette constellation affecte jusqu'à l'identité de l'objet étudié. Un tel processus doit être mis en œuvre à ciel ouvert, en quelque sorte. Il doit ouvrir aux disciplines les plus diverses, sans a priori. Et là, l'université peut apporter une contribution décisive à une telle résurrection méthodique. Enfin, la recherche menée conjointement par le musée et l'université sur les collections publiques doit déboucher sur une véritable histoire culturelle du regard propre à saisir l'enjeu de la muséalisation des objets conservés dans les collections publiques. Un exemple très célèbre me servira d'exemple. Les deux courtisanes de Carpaccio au musée Correr furent très admirées par John Ruskin, qui leur a dédié plusieurs pages de son livre « St. Mark's Rest ». Il considérait cette peinture comme une petite étude satirique sur les mœurs vénitiennes à la Renaissance. Or, son analyse, très longue, trahit la présence d'un exemple nordique qu'il projette littéralement sur le panneau vénitien, les fameuses courtisanes de Peter de Hoogh que l'esthéte anglais avait pu admirer dans la galerie du baron Delessert à Paris. Or, nous savons aujourd'hui que cette œuvre connaissait un autre format et qu'elle ne formait qu'un avec la vue de la lagune du Getty Museum du même artiste. Il s'agit en fait d'un décor ornant le battant d'une porte d'armoire. Une fois le battant intégré dans le marché de l'art puis dans une collection, il a été coupé en morceaux et est devenu un tableau de chevalet. Dans son nouvel état, la peinture est l'enjeu d'une muséalisation qui, alors, permet à un connaisseur de projeter sur le fragment un véritable imaginaire visuel. Ruskin voit dans ce Carpaccio l'ancêtre latin d'un Peter de Hoogh, et c'est ainsi qu'une génération de connaisseurs après l'autre a interprété cette œuvre jusque dans les années 1960. Qu'il le veuille ou non, le musée est devenu un créateur de signification qui a transformé radicalement tous les objets qu'il conserve sans exception. Pour reconstruire ce moment historique d'une histoire culturelle du regard, le musée et l'université sont condamnés à travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui a brillamment soulevé des thématiques qui, je pense, nous allons retrouver pendant ces deux tables rondes, le rapport entre l'université et le musée, la question de l'interdisciplinarité, la question des lieux, qui pour le musée d'Orsay est très importante, nous l'avons vu puisque notre travail est profondément lié à la création de ce futur centre de ressources, et puis la question des modalités avec l'inventaire ou l'approche par l'histoire matérielle des œuvres.